Bonjour, on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, vous êtes peut-être pas au courant, mais Wendy Delorme, hélas, a dû annuler sa présence parce qu'elle est malade. J'espère que pas trop de déçus dans la salle. Mais nos deux autres intervenantes sont là, et puis c'est sûrement l'occasion aussi de vous laisser un petit peu plus la parole. Je vois qu'il y a des hommes dans la salle et on s'en réjouit. L'idée, c'est de s'approprier cette discussion. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de réactions dans la salle. On se garde au moins un bon quart d'heure de discussion, donc n'hésitez pas, prenez des notes, réagissez, c'est important. Voilà, c'est un débat. Merci à tous, et une fois de plus d'être ici à cette discussion, ce thème ô combien chaud. On va parler de désir, de femmes, de liberté. Avec mes deux invités qui sont ici, Christine Van Geen, qui est philosophe, docteur en philosophie, auteur, et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont celui dont nous parlons aujourd'hui, Allumeuse, aux éditions du Seuil, et Corinne Mayer, qui est psychologue, auteur de nombreux livres dont on parlera plus tard, et qui aujourd'hui nous parlera de Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin. Voilà, je vais commencer par Christine. Christine, la première question que j'ai à te poser vient de ta maman. Je vais la piquer à ta maman. À ma maman? Oui. Ah mon Dieu. Dans les remerciements, tu disais à ma mère qui m'a demandé qu'est-ce qui dans ta vie t'a donné envie d'écrire ce livre. J'ai trouvé la question excellente, et donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui dans ta vie t'a donné envie d'écrire ce livre qui s'appelle Allumeuse? Oui, alors dans les remerciements, j'ai noté effectivement ce moment qui a été important pour moi. J'avais déjà presque fini d'écrire le livre, et ma mère a eu ce que j'estime être le courage de me demander pourquoi moi j'avais éprouvé le besoin d'écrire ce livre, Allumeuse, sachant que le mot allumeuse c'est un mot violent. Et que nécessairement ça faisait écho au fait que j'avais ressenti une forme de violence. J'ai pas raconté dans le livre ma réponse à ma mère. Je vais pas la raconter ici non plus parce que je souhaite pas être dans le témoignage. Mais je dirais que comme je connais aucune femme qui n'ait pas été concernée. Donc oui, bien sûr, j'ai été concernée. Je l'ai été dans ma famille et je l'ai été dans ma vie, voilà, à l'école, ailleurs, etc. Et donc, j'ai entendu aussi beaucoup de femmes dire, en fait, la chose, c'est à quel moment le plaisir, le désir, le bonheur d'exister des femmes peut leur être renvoyé comme un reproche et comme une excuse pour leur faire violence. Tout à l'heure, on était joyeuses, on chantait, on dansait sur Dalida. À quel moment ce plaisir d'exister, ce plaisir de danser, ce plaisir de chanter peut nous être renvoyé comme « Ah, tu as montré un peu trop, tu t'es montrée allumeuse, aguicheuse, etc. » Parlons du livre. Donc, c'est Jeunesse d'un mythe, Allumeuse. Donc, toi, de profession, tu es philosophe. Tu as voulu aller creuser un petit peu dans l'histoire, dans la culture, dans la pop culture, dans les grandes figures à la fois de l'histoire, de la littérature, voire de la mythologie. D'où vient ce mot Allumeuse et comment il est rentré dans notre culture et comment il en est venu à représenter un certain type de femme? Alors, le mot, c'est un mot qui est apparu dans la langue française vers 1850 environ. Et en fait, à l'origine, j'ai trouvé ça dans un livre d'argot de la police, notamment de la police de Paris. C'était une blague de la maréchaussée, si je puis dire. Donc, il y avait des réverbères qu'il fallait allumer et éteindre à la main. Et à l'heure où on allumait les réverbères, il y avait les allumeurs et les allumeuses de réverbères. C'était un métier qui était rétribué par la ville de Paris. Et il y avait aussi, selon les policiers, les allumeuses tout court, qui étaient les prostituées. Parce que c'était l'heure où les prostituées avaient le droit de sortir. C'était l'heure où les femmes de bonne compagnie rentraient chez elles, rentraient à la maison, ne sortaient pas, et où les femmes qui étaient dehors étaient prostituées. Et donc, comme elles sortaient entre chien et loup, au moment où la nuit tombe, on les appelait par plaisanterie, fine plaisanterie, je vous laisse juger, les allumeuses. Et évidemment, allumeuses tout court, si on ne précise pas de quoi, qu'est-ce qu'on allume ?
y a toute une métaphore filée dans la langue française et pas que française, qui est une métaphore de l'amour et du désir sexuel comme feu, comme flamme, comme braise, voilà, entre de Johnny Hallyday à Shakespeare, etc. Enfin, on a tout ça. Donc la langue s'est tout de suite emparée de ce petit mot d'allumeuse. Ça a marché, ça a fonctionné, c'est venu se greffer sur tout cet ensemble sur tout ce lexique. Et donc, c'est devenu un terme populaire, non plus pour désigner les prostituées, bien qu'il y ait toujours un sous-entendu d'une allumeuse, c'est une pute, hein, quand même, mais simplement les femmes qui donnent envie aux hommes par une sorte de plaisir malin, en fait, de plaisir de rendre fous les hommes. Et après, il y a une ambiguïté entre l'idée une allumeuse, ça dépend, les gens sont plus ou moins clairs là-dessus. Une allumeuse, c'est quelqu'un qui aguiche tous les hommes, voilà, et qui en satisfait un certain nombre, ou bien elle les aguiche juste au moment du passage à l'acte promis, se refuser. Alors, je vous demande qui fait ça et pourquoi, je sais pas. Voilà. Et toi, à travers ce livre, tu avais envie de déconstruire ce mythe à travers des figures populaires. Alors, la première que tu mentionnes, c'est la première en tout cas de l'histoire, c'est Ève. Alors, parle-nous d'Ève. Pourquoi Ève est une allumeuse? Ah, mais Ève est une allumeuse. Enfin, c'est comme ça qu'on nous l'a raconté, qu'on nous l'a vendu depuis toujours. J'ai une belle illustration. Il y a des images. J'y ai tenu parce que c'est une affaire d'images, hein, tout ça. Donc, les représentations sont importantes. Donc, il y a plein d'images dans le livre. Et donc là, j'ai un tableau, un diptyque d'Adam et Ève de Lucas Cranach l'Ancien. Et on voit Ève qui a un petit sourire malin, qui tend la pomme, etc. On voit bien que c'est elle qui est agissante. Et Adam, il est un peu vers l'arrière, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive et tout. Donc, c'est Ève qui est en train d'agir. Donc, Ève, elle a tenté Adam. Mais moi, je regarde le texte de la Genèse. Hein. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le serpent a parlé à Ève d'abord. Et Ève, ni une ni deux, elle a été tentée, elle a tout de suite croqué dans la pomme. Et ensuite, Ève est allée voir Adam avec cette même pomme. Elle dit goûte. Et Adam, de la même manière, ni une ni deux, il croque dans la pomme. Donc, si on regarde de façon très simple les faits, et Adam et Ève croquent dans la pomme à la première tentation. Il n'y a pas de différence. Mais après, c'est là que les choses se passent. C'était un fruit interdit. Bon. La pomme, c'est un prétexte, hein, bien sûr. La question, c'est celle du péché, d'avoir fait quelque chose de mal. La question, c'est celle de la honte et de la responsabilité. Donc Dieu les convoque. Ce qui est, voilà, métaphoriquement, c'est nous, hein, chaque fois qu'on a fait quelque chose dont on n'est pas fier. C'est pas croire en Dieu ou pas, pour moi, c'est tout à fait annexe. Et par contre, symboliquement, c'est très important ce moment, cette histoire. Et donc, Adam répond en premier et dit c'est pas moi, c'est elle. Et en fait, c'est pas l'histoire de la première tentatrice, c'est l'histoire du premier lâche. Voilà. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même, tu l'as dit, c'est une histoire d'image, c'est toutes les représentations qu'on se fait à partir des récits historiques, religieux, populaires. Et moi, il y a un passage que j'ai trouvé très fort où on comprend bien ça aussi. C'est tout ce langage et toutes ces histoires qui sont véhiculées et qui donnent une image de la femme comme la pécheresse, la tentatrice. Et on voit bien dans la littérature, tu mentionnes aussi Lolita, grand cas quand même, Lolita de Nabokov. Oui. Voilà, parle-nous peut-être de Marilyn Monroe, évidemment, de toutes ces figures qui ont eu un petit peu cette réputation et tu sembles dire qu'on s'est quand même un petit peu trompé de question. Je crois que l'histoire, à chaque fois, toutes celles que j'ai racontées, j'ai Ève, Cassandre, Galatée. Galatée, c'est la statue de Pygmalion. Lolita, Marilyn, tant d'autres. Ce sont des histoires de projection sur une femme d'un désir de domination masculine, frustré en général, ou bien
d'une angoisse d'impuissance. Bref, c'est quelque chose qui se passe. Voilà, en fait, quand on dit allumeuse, c'est une manière de mettre de regarder la femme. Et moi, j'ai envie de dire, c'est quoi? Allez, on se retourne et on regarde qui c'est qui parle et quelle histoire se passe, en fait. Qu'est-ce qui construit ce discours-là? Et là, c'est pas. Voilà, en fait, ce que tu dis, c'est que le terme d'allumeuse, quand une femme est traitée d'allumeuse, ça en dit plus long sur la personne qui utilise ce mot que celle qui est visée. Oui. Et puis, bien sûr, oui, absolument. Quand le terme allumeuse apparaît, donc il apparaît dans la langue populaire et il est très vite utilisé dans la littérature très raffinée, hein, précieuse même, chez Huysmans. Huysmans, c'est pas du tout le langage de la rue, hein, c'est vraiment très, 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 voilà, assez précieux. Et il y a une anecdote, c'est la première apparition du mot allumeuse dans la littérature. Et il a un héros qui s'appelle Durtal, c'est dans Là-bas. Et ce héros, il drague une femme, et il arrive à la faire venir chez lui, et il veut faire l'amour avec elle. Elle vient, et lorsqu'elle arrive, elle se frotte contre lui, et elle lui parle de son plaisir à elle. Et là, il pète un câble complètement. Et en fait, ça l'angoisse au plus haut point, parce que c'est son désir, n'est-ce pas? Et on parlera du désir des femmes, du plaisir des femmes. Son désir à elle ne peut pas exister dans sa construction mentale à lui. On est au milieu du 19e siècle, et les femmes sont soit des oies blanches, soit des prostituées. Et là, c'est une femme qui n'est ni une oie blanche ni une prostituée, qui a un vrai désir, c'est une femme quoi, tout simplement. Et là, c'est juste pas possible. C'est pas possible, il pète un câble, il la rejette parce qu'elle frotte un petit peu son bassin contre lui. Et là, le discours qu'il tient, il est hallucinant. Il la pense victime de démons succubes, quoi. Enfin, voilà. Et donc, elle comprend, il la repousse. Donc, elle comprend qu'elle va pas passer le meilleur moment de sa vie. Et elle trouve une petite excuse. Elle dit, finalement, j'y vais. Elle s'en va. Et lorsqu'elle s'en va, il se retrouve tout bête. Et il se reconstitue la scène, et c'est là qu'apparaît le mot allumeuse, pour la première fois dans la littérature. C'est une allumeuse. Mais si on regarde les faits, c'est lui l'allumeur. C'est lui qui est allé la chercher, et c'est lui qui l'a repoussée à l'instant où l'acte allait être consommé. Voilà. Mais alors pourquoi le désir des femmes fait si peur aux hommes? C'est quand même ça la question sous-jacente. Pourquoi je pense qu'on va avoir le temps d'échanger là-dessus. Mais commençons. Pourquoi? Moi, je me suis située du côté de. J'ai pas. Ce qui m'intéresse moi dans le livre, c'est de montrer comment ce mécanisme fonctionne. Je pense que pourquoi le désir des femmes fait peur, c'est parce que en fait, il s'agit d'une mécanique de domination. En fait, voilà, mon livre, il se termine, j'ai envie de dire, bien. Je propose autre chose, c'est-à-dire une relation. Comment construire aussi dans les représentations, et ça existe depuis très très longtemps, du désir mutuel, du désir réciproque. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de se représenter, de désirer, de vouloir du désir mutuel, égal, réciproque? L'amour qui donne du sens à la vie, tout simplement, dans le sexe et dans tout. Je pense que c'est parce qu'on est dans une société profondément minée par la domination, et que cette domination, elle s'ancre peut-être d'abord et avant tout dans la domination sexuelle. Voilà. On voit bien quand tu cites la chanson de Michael Youn, je ne sais pas si vous situez Michael Youn, je ne sais pas s'il n'est pas savoyard, qui est un comédien, humoriste, un peu qui a eu sa grandeur il y a 15-20 ans, qui faisait beaucoup de parodies et qui avait fait une chanson qui s'appelle C'est une pute, pardon pour le langage que tu mentionnes. Alors la chanson vaut le détour parce que il incarne un espèce de rappeur un peu débile, et il montre un petit peu la justice qu'il y a dans le vocabulaire et dans le langage, et donc le poids du langage aussi dans les représentations. Et dont tu cites un extrait, donc il dit: un allumeur, ça allume le gaz, une allumeuse, c'est une pute. Un masseur, c'est un kiné, une masseuse,
c'est une pute. Un maître, un instituteur, une maîtresse, c'est une pute. Un homme facile, c'est un gars sympa. Une femme facile, bah c'est une pute. Un calculateur, c'est un matheux. Une calculatrice, c'est une pute. Un toxico, c'est un drogué. Une toxico, c'est une pute. Et il y en a 15, 20, 30. C'est assez remarquable d'ailleurs ce qu'il a trouvé. Et là, on voit bien le poids du langage dans les représentations, parce qu'effectivement, en fait, même moi en lisant ça, je me suis dit, c'est vrai. Quand on lit ça, on se dit, mais c'est tellement injuste en fait de ne pas pouvoir retourner. Que le vocabulaire ne désigne pas la même chose chez un homme et chez une femme, et qu'on revienne très rapidement à cette image de la femme qui est une pute. C'est Fatal Bazooka, si jamais ça vous cause davantage. Fatal Bazooka, c'est son pseudo de rappeur blaguesque, hein, voilà. Et effectivement, cette chanson, elle est intéressante parce que elle montre que au masculin, il y a plein de mots, des noms communs qui désignent des activités neutres, et au féminin, elle ramène toujours les femmes à une forme d'essentialisme qui les réduit à leur corps, à leur désir, et à un désir qui est nécessairement en fait sale, quoi, et qui, voilà, il y a une double morale sexuelle qui fait que le désir féminin, c'est une histoire que les féministes dénoncent depuis que le féminisme existe, hein, c'est vraiment pas nouveau, que le désir féminin, il est associé à la luxure, à voilà, des choses qui font que ça déprécie les femmes. Ce qui est une manière de les empêcher d'exister. Désir, c'est l'existence, évidemment. Donc, voilà. Alors, on va rester sur la thématique du désir, mais alors le désir, évidemment, est d'abord le désir sexuel, charnel, mais les désirs des femmes ne se limitent pas au désir charnel. C'est bien plus vaste que ça. Le désir d'une femme, c'est le désir de s'émanciper, d'exister, de se définir elle-même et pas à travers les regards des hommes, des autres, de la société. Et ça, alors Corinne Meyer, je me tourne vers toi. Donc, tu es psychanalyste, économiste, écrivain. Tu as écrit plusieurs livres et dont je vous cite les titres des best-sellers. Hein. Alors, Bonjour Paresse, No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants, et aujourd'hui, Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin. On peut se dire, dis donc, c'est un sacré programme. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, alors effectivement, ce qui m'intéresse, c'est dans un certain nombre de mes écrits, c'est les mauvais sentiments. Parce que on vit dans un monde où on est baigné en fait par une espèce de halo comme ça, de bienveillance, d'empathie. On baigne dans le bien. On a l'impression qu'en fait les bons sentiments vont nous aider, vont réparer le monde quelque part. Et ça m'énerve beaucoup. Et je suis convaincue qu'en fait les mauvais sentiments sont un grand levier pour faire bouger les choses, par exemple, ou simplement pour exister de manière sereine. Ce qui peut être. Je donne un petit exemple qui est un petit peu extérieur à ce qui nous occupe aujourd'hui. Je pense que par exemple pratiquer la paresse dans un certain nombre de métiers ou d'entreprises qui sont toxiques ou mortifères peut par exemple permettre déjà de faire bouger les choses en les alourdissant, ce qui est très bien puisqu'on vit dans un monde qui est trop rapide peut-être, et puis aussi pour soi-même, pour se sauver. Donc, effectivement, je promeus la paresse en entreprise, par exemple, ou alors, effectivement, dans le domaine des rapports hommes-femmes, je promeus aussi l'égoïsme féminin, puisque les femmes travaillent beaucoup trop, en fait. Elles font les 2/3 du travail domestique. Donc, elles portent sur leurs épaules les 2/3 de la charge du fait d'élever des enfants, de s'occuper des malades, de s'occuper des personnes âgées. Et je pense que c'est tout à fait anormal, en fait. Ça devrait être beaucoup mieux réparti. Et alors, ce qui m'atteint personnellement, c'est quand je me suis aperçue que cette mauvaise répartition des 2/3, 1/3 ne bougeait pas. C'est parce qu'on a toujours l'impression qu'on va vers le progrès, en fait. Donc, on se dit, normalement, ça devrait bouger, ça devrait... Et pas du tout, en fait. C'est un truc stable. Et ça je me suis dit, là, il faut peut-être réfléchir à ça, parce que c'est tout à fait... ça peut pas continuer, hein, faut quand même se le dire, parce que ça veut dire, en fait, beaucoup de travail pour les femmes, beaucoup de prise en charge,
Alors je vais donner juste un chiffre en fait qui me semble assez parlant, mais il y en a beaucoup pour appuyer ce que je viens de dire. En Angleterre, 17% des femmes qui sont au chômage ont démissionné de leur travail antérieur pour s'occuper d'un proche. Alors qu'il y a seulement 1% des hommes britanniques au chômage qui, eux, ont démissionné pour s'occuper d'un proche. Donc en fait, ça prouve que les femmes s'occupent des autres, tout simplement. Et ça pose problème parce que, non pas qu'il ne faut pas s'occuper des autres, mais je pense qu'en fait, le fait de porter sur leurs épaules le care, enfin ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin des autres, les empêche de faire d'autres choses. C'est-à-dire ça les empêche, par exemple, de changer de métier, ça les empêche de prendre un certain nombre de postes qui pourraient impliquer une autre organisation. Ça les empêche, par exemple, de déménager, ça les empêche parfois de changer. Donc elles auraient un peu le monopole du renoncement, en quelque sorte. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. Il y a beaucoup de femmes, il suffit de regarder autour de soi, qui ont renoncé à une opportunité de carrière, passer un concours, ou simplement renoncer à voir leurs amis, par exemple, renoncer à se reposer, renoncer à faire du sport. Là, avec les Jeux Olympiques, j'ai vu passer... Là, c'est bon. Oui, j'ai vu passer donc le chiffre, le nombre d'heures consacrées au sport en comparaison hommes-femmes, et les hommes font plus de sport que les femmes parce qu'ils ont plus de temps. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que finalement, les femmes sont beaucoup trop au service des autres. Et donc, le moyen d'y remédier m'a semblé être de conseiller aux femmes d'être plus égoïstes, en fait, et de s'occuper davantage d'elles-mêmes. Alors, vous ne vous arrêtez pas à ce constat. Le livre est un manifeste. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des conseils et d'y aller avec beaucoup de fougue. Je vous lis mes préférés du sommaire. Il est en 2 parties. La première partie, c'est les pièges de l'amour. Ça vous donne déjà la tonalité avec des chapitres qui sont que j'ai trouvé vraiment remarquables. Je vous en lis quelques-uns. Les dictats de la féminité, servir de marchepied un homme, s'effacer pour être aimable, donc aimer, le couple, une mauvaise affaire. Je pense qu'on pourra en discuter après. La boniche de ses enfants, la famille appauvrit les femmes. Donc ça, c'est la partie constat. Et puis la deuxième partie, c'est la partie qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et maintenant comment on redonne aux femmes leur pouvoir. Alors, j'en choisis quelques-uns. Prenez la parole et ne la perdez pas. Détournez-vous des métiers où l'on s'occupe des autres. Esquivez le sexe obligatoire. Choisissez bien votre partenaire. Ça, j'ai adoré parce que ça raconte plein de choses derrière. C'est pas juste le bon mari, c'est un mari un petit peu moins bien que soi, comme ça, qui va pas nous entraver dans nos ambitions et qui nous empêchera pas de prendre un peu de lumière, enfin. Soyez radine avec les autres. Osez être child-free. Refusez d'être une bonne mère, etc., etc. Il y a même des conseils pour les grands-mères. Arrêtez de vous occuper trop de vos enfants. Refusez d'être une mamie gâteau. Dis donc, c'est quand même un sacré programme. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il faut prendre les choses à la racine et puis ensuite aller jusqu'au bout, en fait, je pense. Donc, en effet, il y a un certain nombre de rôles qui sont... Alors, je dirais pas qu'ils sont pas imposés aux femmes, mais ils sont fortement suggérés, finalement. Il y a des moules, en fait. Et la société fait que toutes et tous, puisque les hommes aussi ont des moules, hein, mais c'est pas les mêmes. Et on est poussé, on est amené à rentrer dans ces moules. Et les moules destinés aux femmes sont pas favorables à leur émancipation. Et donc, effectivement, j'ai pris les choses depuis le début en me disant comment est-ce qu'on pourrait prendre un petit marteau et les détruire un par un pour essayer d'expliquer en quoi ils nous sont défavorables, à nous les femmes. Et où finalement, les hommes, ils trouvent pas forcément leur compte, parce qu'il faut pas penser non plus que ils sont tous très heureux, en fait, face à ces rôles idéaux que les femmes assument, bon an, mal an, puisque... et en fait, oui, je pense que c'est en effet, toutes les sociétés projettent un petit peu comme c'est un petit peu comme une lanterne magique qui nous projette comme ça des idéaux, enfin des sortes d'images types, et puis comme on est tous un peu perdus dans le monde en tant qu'individus, hommes et femmes, ben, finalement on adopte des modèles et on s'y conforme parce que c'est confortable. Alors ils sont à la fois imposés, suggérés, enfin c'est compliqué, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que je pense que
ce qui nous intéresse ici, je pense que les femmes sont aussi responsables en fait de ça, c'est-à-dire de rentrer en fait dans ces cases et puis ensuite de s'oublier elles-mêmes. Donc il faut se réapproprier en fait nos propres désirs, nos propres ambitions, puis aussi parce que la vie c'est pas uniquement des carrières et de l'argent, c'est aussi le plaisir de vivre, de se laisser aller, de courir sous la pluie, de rien faire, c'est aussi ça en fait. C'est vraiment le plaisir d'exister dans ce qu'il a de plus, avec un certain laisser-aller. Et donc, je pense que c'est important aussi d'en être consciente et puis de lâcher les idéaux, les mères parfaites, les filles dévouées, les compagnes consacrées à la carrière du gentil compagnon. Tout ça, il faut faire du ménage, en fait. Hein. L'idée, c'est quand même de s'écouter un peu plus, simplement, d'être un peu plus... de s'autoriser un peu plus, à être un petit peu plus libre, à faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire, à avoir ses désirs, ses ambitions, et être capable de se les réapproprier, mais les assumer, parce que effectivement, faut peut-être reparler des hommes. On a l'impression souvent dans le féminisme, puis souvent il y a une polarisation ces derniers temps du débat avec d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, et les femmes qui se posent. Enfin voilà, il y a un petit côté victime et oppresseur, bourreau et victime, dont il faut peut-être sortir pour pouvoir se réapproprier cette féminité et sortir de ce dualisme pour pouvoir, à mon sens, une femme puissante, c'est une femme justement qui va pas se placer comme une victime et qui va être capable, mais c'est là où le chemin est peut-être un peu long, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça, de dire mon désir vaut autant que le tien, et c'est pas une question de genre, c'est une question d'égalité, tout bêtement, d'individu à individu. Est-ce qu'on arrive à comment on peut essayer de replacer le débat sur peut-être une autre question qui soit plus une dualité entre hommes-femmes, mais comment on arrive simplement chacun à s'épanouir, à s'émanciper avec les propres représentations, dictates et toutes les casseroles qu'on a, parce que les hommes effectivement en ont aussi. Est-ce que les hommes sont beaucoup plus libres que les femmes aujourd'hui ? Est-ce que les hommes peuvent quitter un travail pour s'occuper des enfants sans eux-mêmes souffrir du regard des autres, sans eux-mêmes se dire en fait je perds peut-être mon identité, je perds socialement, je n'existe plus. Moi parfois je me dis il vaut quand même mieux être une femme aujourd'hui qu'un homme. Je ne sais pas ce qu'en pensent les hommes ici, ce serait intéressant de les entendre, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point du débat où on est tous un petit peu responsables? Et ça, Christine, à un moment donné, tu évoques ce sujet de la responsabilité. L'idée, c'est que tout le monde reprenne la responsabilité de ses propres désirs et ne les projette plus sur les autres et ne rende pas les autres responsables non plus de ses frustrations. Oui. Oui. T'as perdu. Il n'y avait pas de question très claire. Si. Oui, je pense que c'est vraiment la question, c'est de pas rendre l'autre responsable d'une limitation, d'une toute-puissance, d'une frustration, d'un sentiment d'impuissance, etc. Je dirais que le narratif, comme on dit, le narratif dominant, et ça se détricote en ce moment, mais le narratif dominant depuis des milliers d'années, c'est un narratif patriarcal. Donc on a encore du boulot à faire de se défaire de représentations, des moules, qui effectivement font que on a on éduque les petites filles différemment des petits garçons, et elles mangent pas pareil, elles bougent pas dans la cour pareil, elles prennent pas leur place de la même manière. Et évidemment, tout ça, ça va se répercuter sur l'existence après. Je dirais donc que on est encore largement à un moment où la place des femmes demeure à occuper. Et maintenant, c'est certain que c'est parce que c'est vissé des deux côtés, hein, bien sûr. Et du coup, après, voilà, donc changer de narratif, c'est se raconter. Comprendre comment les histoires avec lesquelles on a grandi, dans les histoires qu'on nous a racontées, les représentations qu'on s'est forgées, d'où elles viennent et est-ce qu'elles nous conviennent, et oser prendre son désir à bras le corps. Et effectivement, quand on est une femme, dire en fait ça vous plaît pas, votre problème quoi. Moi je fais.
Et quand on est un homme, de la même manière, dire oh, ça vous plaît pas que je m'occupe de mes gamins, que je parte du boulot plus tôt, que j'ai une autre vision du monde, et voilà, mais moi je fais ça. Oui, et rendre à chacun, voilà, reprendre chacun sa responsabilité. Voilà. Je voulais dire autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Est-ce que, Corinne, toi, tu veux réagir là-dessus? Est-ce que comment les hommes réagissent à vos livres? Est-ce qu'ils ont été lus? Est-ce que vous avez eu des échanges ensuite avec des hommes suite à la publication de vos ouvrages respectifs? Celui-là et les antérieurs, hein, parce que le sujet n'est pas nouveau. J'ai eu très peu d'échanges avec des hommes à propos de mon livre. J'ai eu beaucoup de réactions de femmes en fait qui m'ont écrit, notamment, ou des lectrices, mais très peu d'hommes l'ont commenté. Donc je ne peux pas exactement dire. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il me semble quand même que, en effet, je pense qu'il faut chacune et chacun, en effet, prendre la place et dire des choses et assumer ce qu'on veut faire dans la vie. Mais le fait de ne pas faire, j'insiste beaucoup, c'est-à-dire ce que j'appelle le ne-païsme, est aussi en fait vecteur de changement. C'est-à-dire ce que je prône, c'est l'égoïsme des femmes pour rééquilibrer la balance. C'est-à-dire comme transition, c'est pas comme finalité, parce que en lisant le livre, c'est quand même, on se dit waouh, en fait c'est une démission totale, un gros bras d'honneur. Moi je vais me balader, débrouillez-vous, en fait oubliez-moi. on peut le vivre un petit peu comme ça. Faites pas d'enfants, arrêtez de vous occuper des parents, des petits enfants, des autres. Faites votre vie et oubliez les autres. Et en fait à la fin, il y a quand même cette petite cette conclusion que j'ai trouvée très touchante où vous dites voilà, quand en fait on comprend que c'est un pavé dans la mare pour provoquer une réaction, pour vous rendre compte de voilà, peut-être que est-ce que c'est vu comme quelque chose de nécessaire? Est-ce qu'il faut aller très loin pour finalement revenir plus tard à une sorte d'équilibre? Est-ce que c'est ta perception des choses? Oui, historiquement, la Révolution française, ça a été quand même un truc horrible, je veux dire très violent, etc., pour finalement, après, tout au long du 19e siècle, revenir à des choses plus mesurées. Donc oui, je pense qu'il faut passer par là. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à... En tout cas, dans les idées, dans la façon de dire les choses, oui, mais même au quotidien, en fait, peut-être il faut commencer aujourd'hui à ne pas passer l'aspirateur, à faire comprendre... à faire comprendre aux compagnons, aux gentils maris que vous avez envie de vous promener, expliquer aux enfants que ils vont manger tout seuls, mais qu'ils sont assez grands, ça dépend de leur âge évidemment, et ainsi de suite en fait. Donc je crois vraiment à la force des petites choses au quotidien en fait, et le fait de pas penser que si vous arrêtez de faire ci ou ça dans la cuisine, ou de préparer à manger, ou de préparer je ne sais quoi, ou de préparer leur cartable, tout va s'effondrer en fait. Alors qu'à force de prendre en charge et de tout gérer au quotidien, et finalement, autour de vous, personne ne prend en charge les choses, puisqu'en fait, c'est fait. C'est comme en entreprise. En entreprise, comme on dit, c'est toujours le mauvais cheval qu'on laisse à l'écurie. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelques-uns ou quelques-unes, ça dépend, il y a un peu tous les cas de figure, qui font tout le boulot, alors que les autres, finalement, ils sont en roue libre en se disant elle va s'en occuper, il va s'en occuper. Donc, Et c'est pareil à la maison, donc plus vous en faites et moins les autres font. Donc l'idée, c'est d'en faire moins, mais c'est très quotidien en fait, pour que d'autres, donc ça peut être les enfants en fonction de leur âge, s'ils sont assez grands, le mari ou le compagnon, de faire en fait. Donc ne pas faire, c'est une grande force en fait de ne pas faire, dans le fait de ne pas faire. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord. Lisez le livre de Corinne Maillet. Et je trouve que les femmes sont souvent, c'est une représentation très ancienne aussi, dans un rôle de râleuse, d'emmerdeuse, où c'est le langage et l'hystérique, etc., où en fait, on va incarner dans le verbe, dans notre parole, un désir de changement. Et comme ce désir de changement n'est pas acté dans un non-faire, on est juste enfermé dans ce rôle de jacassé à vide qui est très douloureux à vivre, qui fait qu'on est dépossédé de notre puissance aussi, même d'être entendu. Et donc, je pense qu'il faut souvent dire une fois, puis après... faire, ne pas faire.
Oui. Je voulais parler un petit peu de ce qui se passe aussi en ce moment. C'est qu'on a d'une part l'impression que les choses vraiment bougent. Il y a quand même eu MeToo, on a eu quand même Elisabeth Badinter, on a eu Virginie Despentes, il y a Beyoncé, il y a Taylor Swift. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole. On a l'impression que le chemin quand même parcouru depuis 68 est énorme. Et depuis quelque temps, on voit que ça commence à se crisper quand même, à tel point qu'on peut se demander si le débat est pas allé un petit peu trop loin. On voit qu'une certaine frange de la population masculine commence à se rebeller. Commence à vouloir réaffirmer sa virilité. Il y a des tutos sur Internet pour redevenir un homme, un vrai. Ça date de Zemmour aussi, hein, il y a 10 ans, mais c'est pas que lui, parce qu'aux États-Unis, c'est déjà un moment. Mais de dire, voilà, on a été dépossédés de notre virilité, on n'est plus que des lopettes, reprenons un peu le contrôle de nos muscles, de nos poils, de notre autorité. Et on voit que ça va aussi très loin. Moi, je me rappelle toujours de cette scène de Magnolia avec Tom Cruise, quand il est coach en virilité, là, et il dit, voilà, enfin, on nous a appris, le petit garçon, à s'excuser à sa maman, et qu'il est là, il a tout ce parterre d'hommes qui crient testostéroné, qu'il faut reprendre le pouvoir, en fait. Il dit qu'il faut respecter la bite, hein, c'est ce qu'il dit, et dompter son homologue féminin. Et on voit, en fait, c'est un film, mais c'est un film qui s'inspire de certains phénomènes. Et on voit que récemment, des influenceurs ont des énormes communautés sur ce sujet-là. Et en face de ça, des femmes aussi qui ont le même réflexe, c'est-à-dire qui ont envie de retrouver ce qu'on appelle le phénomène des tradwives, des traditional wives, donc les femmes traditionnelles, et des influenceuses, notamment américaines, qui ont des communautés énormes et qui ont 7, 8, 9 enfants, et qui mettent en scène leur quotidien de femmes au foyer, totalement épanouies avec 7 ou 8 enfants, je sais pas comment on fait ça, mais voilà, qui font le pain maison, qui s'occupent des chèvres, qui sont toujours très belles, qui sont et qui sont totalement épanouies. Ce qui est possible, hein. Enfin, encore une fois, moi je vois pas avec 7 ou 8 enfants voilà, mais déjà comment on fait du pain, mais alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin? Est-ce que les gens se crispent? Est-ce qu'il faut parvenir à un niveau de débat moins tendu? Je te laisse bien sûr la parole. Alors, j'ai envie de dire. Question de repère, j'ai l'impression que les gens ont peur, tant les femmes. Si ça réagit, c'est pas qu'on est allé trop loin, c'est qu'on a touché quelque chose. Et ce qui est incroyable, c'est que la réaction violente qui est suscitée, on va nous accuser, c'est notre faute. C'est parce qu'on a été trop loin. C'est toujours notre faute, quoi. C'est incroyable. Je veux dire, là, j'ai envie de dire, en fait, prenez votre responsabilité. Hein, dites les choses si vous avez besoin de dire les choses, mais c'est pas ma faute si voilà. Donc ça, c'est là encore une question de renvoi de responsabilité sur l'autre. Effectivement, c'est un discours qui est réactionnaire, c'est ça. Réactionnaire, c'est ça. C'est je réagis à l'autre, je dis que c'est sa faute si je suis là où je suis, etc. Sa faute si je souffre. Bon. Et enfin, vous remarquerez que tout ça, c'est quand même l'extrême droite, globalement, hein, parce qu'en France, les influenceuses qu'on a, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, on en a aussi en France, et c'est l'extrême droite. Donc oui, politiquement, c'est quand même très situé, et je crois qu'il y a un lien avec la question de la domination, globalement. Et les femmes qui veulent reprendre ce rôle des traditional wives, c'est quoi? C'est des victimes, c'est des femmes qui sont... c'est des femmes aliénées, c'est-à-dire c'est des femmes c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est dans un monde où on nous a appris depuis toujours que c'est comme ça qu'on plaît aux hommes et que c'est désirable et important et essentiel de plaire aux hommes. Ce sont celles qui vont incarner le rôle attendu dans la culture, dans cette culture-là. Donc oui. Bien sûr que ça existe et l'aliénation a de beaux jours devant elle, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas une question de perte de repères. Ce côté, quand on dit la droite, c'est ce côté un peu conservateur. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui un problème les gens cherchent leur identité et se disent, oh là là, tout explose en fait en ce moment. Le genre, on voit que les nouvelles générations sont beaucoup plus, ils sont fluides comme ils disent. Et est-ce qu'il n'y a pas cette angoisse en fait qui est en train de se manifester d'une perte de repères? Et si oui, comment on peut rassurer en fait les gens, parce que du coup il y a un petit recul en arrière en fait. Est-ce que
Corinne, qui psychanalyse quand même. Oui, enfin, voilà, c'est des phénomènes de société, donc ça prend du temps. C'est pas la société n'est pas sur mon divan, hein, donc ça serait trop de travail pour moi. Alors moi, ça m'inspire deux choses, ça m'inspire deux commentaires. La question des tradwives, c'est que d'abord il y en a une qui est très connue apparemment aux États-Unis, donc j'ai oublié son nom, mais qui a changé de bord il y a quelques mois. Et donc, ça, c'était quand même une belle victoire pour les anti-tradwives, parce que cette femme était apparemment très suivie. Donc, c'était le prototype de la femme qui se lève à l'aube pour faire des gâteaux pour ses très nombreux enfants. Et en fait, il se trouve qu'elle s'est séparée de son mari, donc elle est partie avec ses enfants, elle s'est trouvée un travail. Et donc, évidemment, alors un discours un peu, évidemment, elle ne dit pas d'un coup j'ai eu tort, etc. Mais enfin, elle explique qu'il faut quand même que les femmes soient un petit peu indépendantes. Donc on a compris qu'il y avait quand même eu une trahison dans le camp des tradwives, donc ça c'est quand même toujours plaisant, ça a été beaucoup relayé par la presse anglo-saxonne. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les gens qui fantasment en fait sur cette image comme ça idéale de la tradwife sont des gens qui sont plus jeunes que moi, parce que moi j'appartiens à une génération où il y avait encore beaucoup de femmes au foyer en fait, simplement parce qu'il y en avait dans les années 60-70. Et moi, j'en ai eu une, en fait, comme mère, ainsi que de très nombreuses personnes de mon entourage, en fait. Et je peux dire vraiment que j'en pense beaucoup de mal, en fait, de ces femmes-là. D'ailleurs, je ne les épargne pas dans mon livre. Pas toutes, hein, on se comprend bien, mais enfin, un certain nombre d'entre elles, je peux parler de la mienne, en fait, ou de ma belle-mère, enfin, ou de la mère de certains de mes meilleurs amis. Enfin, je veux dire, c'était des femmes ravagées. Enfin, je veux dire, parce que tellement elles se sont ennuyées chez elles, elles n'ont pas pu accomplir leur désir. Elles se sont senties écrasées dans une vie qui les ennuyait finalement, qu'elles n'avaient pas vraiment choisie en fait, parce que ça se faisait dans certains milieux d'arrêter de travailler quand on avait des enfants. Donc ça, j'ai l'impression de parler d'un passé lointain, mais bon, c'est le cas de ma mère. Et en fait, elles reportaient donc toute leur frustration, leur désir sur leurs enfants. Et donc nous, enfants de ces femmes, en fait, on est aussi ravagés. C'est ce qui explique pourquoi j'ai dû passer autant de temps sur un divan, ainsi que certains de mes amis de mon âge. Je veux dire, non, mais en fait, c'est la réalité. Enfin, non, il faut parler en fait de ça. C'est-à-dire, donc les gens qui rêvent, qui sont des femmes plus jeunes que moi, qui sont victimes en fait du rêve de la tradwife épanouie, sont des personnes qui ont probablement eu des mères qui travaillaient. Mais si elles avaient eu des mères comme nous, on en a eu. Mais jamais elles auraient envisagé de vivre une telle vie. Moi, je sais que j'égratigne un petit peu, hein, mais je pense qu'il faut arrêter dans le mythe de la femme épanouie à la maison. Alors ça, effectivement, pour quelques années, c'est sûrement très bien, mais une vie entière, c'est quand même un petit peu aplatissant. Ouais, carrément. Et si on regarde la tradwife des réseaux sociaux, c'est toujours elle qu'on voit. Mais il faut se demander qui c'est qui tient la caméra, s'il vous plaît. C'est son mec, hein. Enfin, oui. Parce que lui, il travaille, il a quand même 8 enfants à Noël. Il faut acheter le blé. Non, c'est une mise en scène. Enfin, clairement, c'est une mise en scène. Et c'est une mise en scène qui est orchestrée. Et puisque c'est une tradwife obéissante, c'est évident que... Voilà, c'est quand même la puissance masculine qui est mise en scène là, à travers sa femme. On va bientôt passer aux questions. Moi, j'avais cette phrase de Frida Kahlo que j'aime beaucoup et qui me semble résumer un petit peu le propos de cette conversation, parce que le livre de Wendy, qui n'est pas là, raconte ça aussi, cette capacité à... Enfin, cette idée que les femmes doivent pouvoir vivre librement leurs amours, leur corps, et se définir elles-mêmes en dehors de toutes ces représentations, notamment les amours homosexuels, et ce que vous dites toutes les trois à votre manière, Wendy à travers un roman, vous à travers des essais, c'est ce qu'on revendique en fait, parce que je m'inclus dans ça, c'est cette volonté de se définir soi-même, d'accepter ses désirs, d'accepter ses ambitions, et de se les réapproprier, d'être capable de les clamer haut et fort sans en avoir honte, sans s'en sentir coupable. Et moi, j'aimais bien cette phrase de Frida Kahlo, qui est quand même une grande, à son insu, hein, une grande figure féministe, mais qui veut rien dire, en fait, féministe, je ne sais plus ce qui est féministe ou pas, mais en tout cas, qui était un de ces personnages qui savait s'affirmer et affirmer son désir. Et elle disait, moi, je veux la liberté, c'est intéressant, je veux la liberté pour l'expression totale de ma personnalité. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, le fondement de l'émancipation. On veut être libre, pour vivre notre vie, tout simplement, de Laissez-moi danser de Dalida, en fait. Est-ce que c'est pas simplement ça, et est-ce que si on le propose comme ça, et plus dans une logique de combat, juste
qu'on se foute la paix tous en fait, d'être ce qu'on a envie d'être. Et est-ce que c'est pas ça le vrai enjeu? Oui, oui, effectivement, c'est une sorte d'horizon utopique, mais qu'il faut peut-être effectivement essayer de faire advenir chacune et chacun dans nos vies, en fait, une sorte de répartition des tâches qui fasse qu'il n'y ait pas de domination, qu'il n'y ait pas... Mais je pense qu'il faut un petit peu y croire parce que sinon, ça n'advient jamais, en fait. Donc, il faut commencer au quotidien par ne pas passer l'aspirateur. Ça, ce sera la grande moralité. Je voulais finir aussi sur Chimamanda Adichie, qui est une écrivaine nigériane, qui avait fait un manifeste qui s'appelle Nous devrions tous être féministes, qui est très mesuré, qui est très posé, et qui dit en fait l'amour, on a quand même aussi une représentation un petit peu biaisée de l'amour. Elle dit pour les femmes, l'amour c'est donné, et c'est ce qu'on attend d'elles. On dit que les femmes sont des sources d'amour, et c'est que ça, c'est le don. L'amour est dans le don quand il est représenté à travers les femmes. Mais elle dit, l'amour, c'est aussi savoir prendre. Parce que si on donne, mais qu'on ne sait pas prendre en retour, non seulement c'est pas équilibré, mais on n'aura jamais ce sera pas un amour pur, ce sera pas un vrai amour, ce sera un sacrifice. Ouais. Ben moi, c'est ce que j'ai appelé se laisser allumer. Et pour moi, le drame du mot allumeuse, c'est qu'il n'existe qu'au féminin. Et inventons un masculin, et le féminin changera de sens. Voilà. Laissons vivre ce désir, c'est un petit peu la conclusion de ton livre, c'est ne pas éteindre ce feu, en fait, en faire quelque chose de brûlons, de beau. Brûlons de ce feu, oui, ouais. Absolument. Oui. C'est à vous, est-ce que, madame, on donne les micros? Bonjour, merci beaucoup pour vos super interventions. Moi, j'avais une question justement à propos on en fait moins. Ok, on passe pas l'aspirateur. Mais si notre désir aussi, c'est quand on rentre du boulot, d'avoir aussi une maison qui est bien propre, bien nettoyée, et que l'homme n'a pas fait forcément comme on voudrait qu'on le fasse. Et je pense que je suis pas la seule dans la salle. On a toujours, oui, mais t'as pas bien fait. Il faut faire aussi dans les coins et tout ça. Donc moi, si mon désir, c'est aussi que ce soit fait comme j'aime, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des formations aux hommes? Mais ils ont pas envie. Ils n'ont pas envie qu'on leur explique comment faire. Alors moi, je suis coincée avec ça. C'est que, ok, pour en faire moins, mais je suis pas heureuse dans une organisation, une maison qui est pas comme j'aimerais qu'elle le soit. Alors moi, je suis coincée avec ça. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'il faut pas vivre seul? Ah bah non. Je laisse les spécialistes. Alors, peut-être, effectivement, vous pouvez vous concentrer sur le ménage, mais laisser d'autres tâches à votre compagnon ou mari. Par exemple, préparer le repas pour les enfants, s'occuper des devoirs, par exemple, encadrer les devoirs. Donc, ça peut être aussi une répartition qui peut vous convenir. C'est-à-dire, si vous adorez la propreté, vous lui laissez d'autres tâches de care et de soins. Et donc, comme ça, tout le monde sera content. Je voudrais reprendre les choses de ma place en tant qu'homme dans cette nombreuse assemblée. Non, mais j'ai souvenir, je ne sais plus la référence exacte, mais c'était d'un point de vue anthropologique. Je dirais que dans cette histoire de patriarcat, de domination séculaire des hommes, des femmes par les hommes, cette histoire que dans le fond, il y a la puissance masculine, ça serait quelque chose une forme de défense, de maîtrise contre une puissance bien plus terrifiante, qui est celle des femmes, à savoir la puissance d'engendrer, c'est-à-dire de donner la vie et la mort, ça c'est une chose, et que, enfin, cette nécessité de tenir à distance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a, mais ça va peut-être dans le même sens, c'est-à-dire que, pour ma part, il y a une différence essentielle qui n'est peut-être pas figée entre la jouissance féminine, qui quelque part, il y a quelque chose d'un sans limite, peut-être on a pu parler d'un sentiment océanique, de choses comme ça, et où, face à laquelle la puissance masculine, c'est peu de choses. Hein. Bon, et que les hommes, la question de la puissance chez les hommes, c'est une question extrêmement sensible, et que peut-être il y aurait quelque chose à réinventer. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à une forme
d'égalité symétrique. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être d'un malentendu ou d'un écart structural entre hommes et femmes à ce niveau-là, mais que peut-être les hommes ont aussi un chemin à parcourir concernant la question de la puissance et de l'impuissance, et aussi comment ils peuvent être attendus à ce niveau-là par un certain nombre de femmes, c'est-à-dire d'être tenus d'assurer une position virile, hein, et c'est une forme d'aliénation pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Hein. Et le dernier point, après j'arrête, c'est un peu provocateur, c'était provocateur de sa part, je pense, mais quand Lacan a pu dire « il n'y a pas de rapport sexuel », bon, c'était une manière de dire, dans le sens, il n'y a pas d'égalité dans le rapport, il n'y a pas de complémentarité absolue dans le rapport, et que quelque part, il y a quelque chose qui fait que ça ne colle pas complètement. Et que c'est ça qui aussi maintient le désir vivant. C'est-à-dire que quelque part, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, qu'il n'y a pas de moment de rencontre, mais il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire, et tant mieux. Je réponds. Oui, ben merci de vos commentaires, en fait, si intéressants et pertinents. Enfin, dès que vous avez commencé à parler, effectivement, je me suis dit, là, Lacan n'est pas loin. Donc, c'est très bien, et puis vous l'avez simplifié de façon magistrale. Oui, en effet, bah oui, ça cloche, mais je pense que si on prend les choses par le quotidien, c'est-à-dire, je pense qu'on peut réfléchir à la répartition des choses, en fait. Moi, je me situe vraiment de façon... C'est mon approche, elle est très matérialiste, en fait. Donc, je me suis dit, abaissons le niveau. Parce qu'en effet, ça cloche entre hommes et femmes. Mais si on en reste là, finalement, on n'avance pas. Mais c'est vrai que oui, ça cloche. Et puis, bon, voilà. Maintenant, je pense que vraiment dans les choses quotidiennes, on peut... moi, mon idée, c'est diminuer la charge des femmes, en fait. C'est pas de faire en sorte de réparer le rapport homme-femme qui, de toute façon, est déficient et ne fonctionnera jamais comme on peut l'espérer. Mais peu importe, c'est pas très grave. Donc, mais en effet, si on part dans Lacan, on peut aussi évoquer le fait qu'il disait qu'en fait, il n'y a pas la femme. Quand il dit la femme n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir féminin et ça s'inscrit pas. Le désir féminin ne s'inscrit pas dans des séries comme le désir masculin. Donc, ça veut dire que chaque femme est différente et qu'elles sont beaucoup plus insaisissables sur le plan du désir, ce qui les rend intéressantes, bien sûr, mais ce qui aussi, peut-être, je pense, les rend plus fragiles dans leur affirmation de leur désir dans la société, puisque ça ne s'inscrit pas dans une série, donc chacune est unique dans son désir, et donc forcément, c'est plus difficile de dire, voilà, je veux ça, puisque ça échappe en fait au cadre. Voilà. Enfin bon, on referme la parenthèse, parce qu'on ne veut pas non plus faire des choses trop difficiles, enfin, et qu'on d'ailleurs nous ne comprenons pas nous-mêmes. Parce que le désir féminin nous échappe à tous. Il y a tout. Oui. Moi, j'ai envie de répondre alors, de ma place de pas du tout psychologue, pas du tout lacanienne, sur, par exemple, cette idée que donc il y aurait un fondement biologique finalement, c'est-à-dire les femmes donnent la vie et les femmes donnent la mort. Alors bon, la vie et la mort, oui. Oui, parce qu'elle donne la vie et puis les gens qui vivent, ils meurent à la fin. C'est ça. Oui, oui. Non, je sais bien, elle tue pas. Hein. J'ai compris. J'entends bien. Enfin, non, oui, voilà. Non, mais je veux dire, je vois très bien ce que c'est de faire un enfant et de se dire, je lui ai donné la vie, mais aussi, je lui ai donné ce qui va avec. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Mais elles le font rarement. Ça arrive, mais elles le font rarement toutes seules, quand même. Donc, je trouve... oui, il y a le ventre, ça se passe, le lieu c'est le ventre de la femme, mais enfin, ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, c'est possible de le faire toute seule. Et ça semble pas du tout, enfin, comment dire, si vraiment le problème, c'était que les femmes étaient porteuses à elles seules de la mise au monde, enfin, de la jeunesse de l'enfant, je sais pas, il me semble que le fait d'en faire réellement toute seule, ça devrait poser un immense problème par rapport à cette représentation-là.
j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et aussi, l'autre point, c'est que vous dites que, en fait, le désir féminin, il déborde, en fait, il fait peur, quoi, aux hommes. Et effectivement, il y a des études qui le montrent. Il y a une étude dont j'ai fait état dans mon livre, qui a été faite au Canada, et où des couples, c'est une étude super intéressante, super sérieuse, des couples ont tenu un journal de bord, et il s'avère, je vous la fais un peu courte, que les hommes avaient une perception du désir de leur compagne qui était moindre. À quel moment? Lorsque ce désir, celui de leur compagne, était plus grand. Donc ils minimisent le désir de leur compagne lorsque ce désir il est particulièrement vif. Alors ça, c'est vachement intéressant, je trouve, parce que ça veut dire qu'en fait, et du coup, on a été creusé de savoir pourquoi. Et c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion de, ils ont peur de pas assurer, c'est-à-dire de pas procurer un plaisir, voilà, suffisant à ce moment-là. Et donc, il y a une idée de, elle a pas très très envie, etc. Bon. Donc, moi j'ai dit, c'est curieux parce que donc c'est au moment où on a vraiment envie d'allumer son mec que il s'éteint. Non, mais c'est curieux. Et au moment où on a moins envie, lui il va se sentir plus dans ce truc de domination où ça va aller, il va pas se sentir remis en cause, et donc là, il va être plus à l'aise. Donc voilà, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est là que les sexes se cherchent peut-être, et peut-être qu'il faut qu'on ait cette conversation les uns les unes avec les autres pour que on sorte de ça et qu'on réfléchisse à comment on se fait plaisir. Comment tout le monde peut reprendre confiance, parce que moi ce que j'entends c'est qu'il y a des deux côtés, oui, bien sûr, un déficit de confiance. Il y a un les malentendu. hommes ont peur de ne pas assurer, Oui, et de ne pas absolument. être hommes, et les femmes ont aussi des preuves de confiance. Et quel drame quand même que les femmes qui ont très envie, que ça décourage leurs compagnons. C'est quand même dommage. Voilà. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oui, bonjour. Je fais écho à la question qui a été posée tout à l'heure. Rien que le fait de vous écouter, c'est quand même sans doute un début de formation. Merci pour ça. Comment réagissez-vous quel est l'impact, selon vous, du cadre religieux sur l'émancipation des femmes ou sur leur épanouissement plutôt que l'émancipation? On n'est pas spécialiste, je ne sais pas. Moi, Excusez-moi, pardon. Et pourquoi cette question gêne-t-elle? Moi, c'est simple, je ne connais pas le sujet, donc je laisse. Moi, je ne suis pas moi-même dans un milieu pétri de religion. Du coup, je ne veux pas parler des personnes qui sont vraiment dans une pratique religieuse. Il faudrait enquêter sur... J'ai lu un livre, parce que Livre en Marche organise la semaine prochaine un débat sur les femmes, mais en entreprise, au Crédit Agricole. Et Bertrand Badré, qui est l'ancien directeur de la Banque mondiale, et sa co-autrice, Fabienne Alamélou, choisissent justement cet angle-là de la religion pour expliquer pourquoi on en est arrivé à un tel déséquilibre entre hommes et femmes, et d'où vient un petit peu l'origine de la domination. Et dans les trois religions monothéistes, on voit que la femme, quand même, dans les textes, est largement dominée, est un instrument au service de l'homme. Oui. Faut qu'elle parle. Mais moi, je vais quand même répondre, parce que je crois, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, je traite de plusieurs figures qui sont dans les textes religieux anciens. Il y a Ève, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Salomé, qui est dans les évangiles, et qui est cette très jeune fille qui danse la danse des 7 voiles, et que l'on représente dans toute la tradition avec la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, parce que c'est une fille perverse qui a dansé pour obtenir qu'on coupe la tête d'un homme. C'est une représentation assez classique de la castration. Enfin, je me tourne vers... voilà. Et en fait,
moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de comparer ces images, et donc il y a des images de Salomé dans le livre, avec les textes. Les textes ne racontent pas cette histoire, pas du tout. Salomé, c'est une petite fille de 12 ans que sa mère a pris, et c'est ça qui est raconté dans tous les textes. C'est très clair. C'est une histoire incestueuse. Elle a la mère qui n'arrive pas, c'est la mère qui veut obtenir la tête de Jean-Baptiste, qui l'a insulté, pour faire court, et qui demande à sa fille d'exciter son beau-père, donc le mari de la mère. Et la petite s'exécute, elle n'a aucune idée de rien. Elle n'a pas de voix, elle n'a même pas de nom. Elle s'appelle même pas Salomé dans les textes, elle n'a même pas de nom. Et une fois qu'elle a dansé, le roi, le beau-père, lui dit demande-moi tout ce que tu veux. Donc le mec est chaud, bouillant, quoi. Et donc la petite a aucune idée de demander de quoi demander. Elle se tourne vers sa mère. Elle n'a pas de désir propre. Elle est beaucoup trop jeune, elle n'a pas d'idée. Et sa mère lui dit demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et donc la gamine répète comme un perroquet. Et donc le roi, comme il a parlé devant ses invités, peut pas perdre la face. Il voulait pas ça, mais donc il est obligé de s'exécuter. Et toute la tradition, voilà. Donc en fait, les textes religieux eux-mêmes, si on les regarde avec patience, je crois qu'on contiennent beaucoup de choses intéressantes. Par contre, la tradition, les églises, qui sont faites par la tradition, les peintres, les curés, tout ce que vous voulez, ils nous racontent encore autre chose, quoi. Et je crois que voilà, il faut distinguer les textes eux-mêmes et la lourdeur des lectures qui nous sont imposées. Et là aussi, mettons notre désir à nous au cœur des choses et mettons-nous en direct face au texte, sans trop d'intermédiaires qui nous imposent les choses. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Oui. Oui, alors merci pour vos interventions. Moi, j'aimerais revenir un instant sur quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, je trouve, c'est le dialogue dans le couple. C'est-à-dire que si on est dans un couple auquel on croit, dans un couple où chacun envisage de faire un bout de route ou de faire toute la route ensemble, il serait peut-être intéressant de se demander ce qu'on peut faire pour susciter un dialogue équilibré où chacun peut avoir sa place. Monsieur parlait de formation. Moi, il me paraît important, dans une perspective d'épanouissement, effectivement, de reconnaître nos propres besoins, nos propres envies, ça me paraît fondamental. Mais je pense que ça peut être extrêmement épanouissant d'avoir accès aux souhaits, aux envies de notre compagnon ou de notre compagne, hein, tout à fait. Et si on n'y arrive pas tout seul, peut-être qu'il serait intéressant de faire appel à des professionnels ou de faire appel à des associations qui promeuvent ce dialogue dans le couple. Parce que je pense qu'on a, en tant que femme, on a tout à fait intérêt à savoir qui on est, ce que l'on veut, etc. Mais je trouve que ça peut être super intéressant de savoir ce que l'autre part de l'humanité veut. Je trouve que c'est un chemin de croissance pour soi et puis un chemin de croissance aussi, avoir accès à ce que ressent l'autre, à ce que pense l'autre, et penser que ça peut nous faire grandir nous aussi, je pense que ça peut être important. Voilà. Mais je laisse la parole à la psychanalyse, mais ça suppose aussi d'être en confiance. Exactement, exactement. De faire tomber un petit peu les masques, de pouvoir se dépouiller dans le couple de toutes ces attentes et tous ces stéréotypes. Et c'est pour ça que je disais que l'important, c'était de se sentir bien et de sentir que le terreau est fertile et propice. Parce qu'effectivement, alors c'est peut-être aussi une question à se poser, si le terreau n'est pas fertile, n'est pas positif, peut-être faut-il en tirer des conséquences. Et voilà. Oui, c'est ce que je conseille d'ailleurs dans mes bons conseils donnés aux femmes, c'est aux jeunes femmes ou aux femmes moins jeunes qui trouvent un compagnon ou un mari, de discuter beaucoup et, comme le dit une avocate, de conclure une sorte de pacte, une sorte de contrat. Alors je sais bien que c'est des idées américaines, mais où les charges et les responsabilités de chacun pourraient être esquissées.
effectivement, mais je pense que oui, ça nécessite un dialogue préalable. Ne pas penser que s'avancer en quelque sorte en aveugle dans le couple va nous donner le bonheur. Je pense qu'en effet, dialogue et répartition des tâches me semble indispensable dès le début. Et ça, c'est une conversation qui est constante. C'est pas juste un contrat de départ. Les désirs évoluent, les personnes évoluent. Bien sûr. Il faut pouvoir Mais c'est important d'en parler dès le début parce Mmh. que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait spontanément en fait, en misant sur l'amour et la compréhension. Rien casser au début, donc Oui, on n'en c'est ça, parle pas, puis exactement. après c'est Oui, trop tard puis et on après, n'a jamais les eu choses cette se conversation. cristallisent et c'est toujours les mêmes qui nettoient les toilettes. Merci. Merci à tous. Merci Christine, merci Corinne. Merci.